Mesdames et messieurs, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en 2023 et il est indéniable que de nos jours, les smartphones sont devenus vraiment très performants en photo. Alors on a en droit de se demander, est-ce que de nos jours, ça vaut encore le coup d'acheter ce genre de choses ? Mesdames et messieurs, c'est un fait, hein. Aujourd'hui les smartphones en photo sont devenus vraiment très puissants, très performants, hein. C'est indéniable. Même moi encore, il y a très peu de temps là sur les réseaux sociaux, je passe sur mon fil comme ça, puis je vois une photo, waouh, et puis je demande au gars quoi, avec quoi il a shooté, comment il a fait. Et puis il me dit ouais, avec mon smartphone en passant comme ça. Oh, j'étais, on peut dire, sur le cul. Et en plus, c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre de choses quoi. C'est vraiment époustouflant ce que font les smartphones aujourd'hui en photo, quoi. Donc on a en droit de se demander, s'ils sont aussi puissants en photo, est-ce que ça vaut le coup encore de nos jours d'acheter des appareils photo, quoi, alors que les smartphones, ils font ça super bien. Je crois que oui, quand même, parce que, admettons, si tu shootes ponctuellement, que tu t'es jamais senti l'âme de photographe consciemment, tu vois, tu t'es jamais dit, tiens, je fais de la photo, mais qu'il t'arrive comme tout le monde de faire de la photo un peu régulièrement parce que l'occasion s'y prête. Tu passes devant un super joli paysage, hop, t'as envie de le shooter, tu shootes. T'es en train de bouffer au resto, on t'amène une super belle assiette, t'as envie de partager sur les réseaux sociaux, hop, tu shootes. T'es en repas de famille ou avec des amis, ça fait la fête et tout, hop, tu shootes. Enfin voilà, la photo je dirais entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais la photo de monsieur, madame, tout le monde que tu vas faire comme ça ponctuellement, bah c'est sûr que pour ça, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter un appareil photo, hein, même un petit compact et tout ça, ça n'a aucun intérêt parce que les smartphones, pour la plupart des choses que tu vas faire, il va être ultra performant et largement suffisant, quoi. Par contre, si consciemment tu te trouves une âme de photographe, que tu as envie en tout cas de commencer la photo sérieusement, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le shoot ponctuel quand l'occasion s'y prête, mais que c'est conscient, c'est délibéré, qu'on a envie de faire de la photo et qu'on va carrément la chercher volontairement, et qu'en plus, là on rentre dans un aspect, on va dire, créatif, et qu'on cherche un rendu, et qu'avant même de prendre la photo, on a déjà une idée du rendu, et puis on a envie d'aller chercher ce rendu, de le retrouver à la fin, quoi. Et donc de pouvoir techniquement aller faire ce qu'il y a à faire dès la prise de vue et avec le post-traitement pour arriver au rendu souhaité. Là on rentre franchement dans le monde de la photo sérieusement. Et là, mesdames et messieurs, oui, le smartphone, ça a beau être très performant, à mon humble avis, je pense que ça va pas décrotter les appareils photo encore à l'heure actuelle. Je me gratte. Parce que mes arguments, mesdames et messieurs, et je pense que c'est pas que les miens, hein, parce que c'est des arguments qui sont plutôt objectifs, c'est le cas de le dire, on parle de photos, ils sont objectifs dans le sens où, par exemple, bon bah ça, j'ai ça, c'est mon petit téléphone à moi, c'est pas un smartphone, hein, c'est juste pour vous montrer, parce que moi en fait j'ai pas de smartphone, je boycotte, mais ça c'est un autre sujet que je vais pas débattre ici. J'ai pris mon petit téléphone, mais imaginez-vous que c'est un smartphone. Quand on shoot ponctuellement, avoir ça dans la poche, c'est génial, parce que c'est tout petit, c'est tout rikiki, c'est ultra léger, et ça marche super bien. Donc voilà, on a un super appareil photo tout le temps dans sa poche, c'est top niveau. Par contre, quand on veut faire sérieusement de la photo, au bout d'un moment, shooter avec ça, vous voyez, mesdames et messieurs, vous êtes là devant un paysage, vous voulez faire des portraits, bah, vous êtes avec votre petit truc tout plat, là, tout plat, tout rikiki. Au bout d'un moment, faire de la photo toute l'année comme ça, moi j'aimerais pas personnellement, même si ça faisait super bien de la photo, hein, aussi bien que les gros boîtiers, eh ben ça me plairait pas toute l'année de faire de la photo comme ça, titiller avec les doigts, tout ça, puis voilà, tout plat comme ça, quoi. Moi franchement, quand j'ai ce genre de choses dans les mains, c'est bien plus agréable.
Voilà, enfin voilà, il y a une sensation, quoi je fais de la photo, j'ai un truc dans les mains, bien mastoc, et je fais de la photo. C'est pas pour se la péter, hein, mais c'est question d'ergonomie, de plaisir à faire de la photo avec un truc qu'on a dans les mains, avec un gros grip et tout, une belle ergonomie et tout ça, quoi. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais deuxièmement, mesdames et messieurs, dites-vous bien que quand vous achetez un smartphone, même si l'appareil photo est sensationnel, le prix que vous avez mis dedans, ce n'est pas entièrement consacré à l'appareil photo qu'il y a dedans. C'est pour tout l'ensemble, parce que c'est à la fois un appareil photo, mais c'est un smartphone. Donc il y a aussi tout l'aspect du mini-ordinateur pour faire tourner toutes vos applications. Ça fait téléphone, enfin voilà, c'est multifonction. Et donc, quand vous achetez ça, le prix que vous avez mis dedans, il y a une partie consacrée à la photo, mais il y a une partie consacrée au téléphone, une partie consacrée à faire tourner toutes vos applications et tout ça. Alors que quand vous achetez ce genre de choses, mesdames et messieurs, ben, l'intégralité de l'investissement, il est entièrement consacré uniquement à la photo. Donc pour un même budget, on est en droit de se dire que, mettons, j'ai mis 1500 € là-dedans. Si les 1500 € sont spécifiquement consacrés à la photo, ça va pas faire la même chose que si j'ai mis les mêmes 1500 €, mais pas consacrés 100% à la photo. Donc on est en droit de se dire que ça, finalement, ça risque d'être un peu plus performant quand même en photo. Toujours au niveau de l'ergonomie. Quand vous êtes avec ça, bah, vous voyez, il n'y a que dalle comme bouton sur un smartphone, il n'y a pas 36 000 boutons, quoi. Et puis donc, il faut tout faire en tactile, avec l'écran et tout ça. Alors que là-dessus, mesdames et messieurs, comme c'est un appareil photo consacré à la photo, quand vous avez des boîtiers un petit peu semi-experts, voire pro, quoi, bah, il y a plein de petits boutons partout, hein. Là, je ne sais pas si ça va faire focus devant. Il y a plein de petits boutons partout, dessus, partout, derrière et tout. Et tous ces petits boutons, mesdames et messieurs, ils sont entièrement consacrés à votre pratique de la photo. C'est-à-dire que vous pouvez entièrement tout configurer à 100% pour modéliser l'appareil pour votre propre pratique personnelle, pour que ça corresponde parfaitement à vos habitudes en photo. Donc vous pouvez entièrement tout configurer tous les boutons qu'il y a dessus pour créer vos propres raccourcis, pour appeler des fonctions que vous utilisez régulièrement afin d'être énormément plus réactif. Avec ça, par exemple, vous êtes en train de shooter un paysage, puis tout d'un coup, ouais, vous voulez faire un portrait parce qu'il y a une jolie grimace, je sais pas, un pote à vous, tout ça. Vous êtes en plein paysage, puis vous voulez faire un joli portrait. En fait, vous allez souvent tout en automatique là-dessus, et puis vous serez tributaire du rendu que lui voudra bien vous donner. Alors que ça, même si je suis en train de shooter un paysage, puis tout d'un coup je veux faire un portrait, avec tous les raccourcis que j'ai là-dessus, s'ils sont bien paramétrés, j'ai une réactivité telle que très rapidement, tac, je peux passer en portrait, mais c'est moi qui aura maîtrisé l'intégralité du rendu. Il y a pas, je laisse aucun automatisme, il n'y a plus d'automatisme, tout est débrayé, je suis 100% en manuel et c'est moi qui gère l'intégralité du rendu que je cherche à obtenir. Bien sûr, là-dessus, mesdames et messieurs, on peut, avec des applications tierces, tout ça, débrayer l'automatisme et puis tout mettre en mode manuel aussi. Et on peut même demander qu'ils nous fournissent les fichiers RAW. Donc c'est génial, on peut faire de la photo tout en manuel avec ça et on peut lui demander des fichiers RAW pour faire nous-mêmes notre post-traitement, comme sur un appareil photo. Mais la différence, mesdames et messieurs, comme je vous dis, c'est l'ergonomie, c'est l'intégralité de tous les boutons paramétrables, configurables, de toutes les fonctions qui sont 100% consacrées à la photo et qui vont vous amener une dextérité et puis une rapidité que vous aurez jamais là-dessus. Donc voilà, c'est nettement plus performant pour la pratique de la photo, d'un point de vue concret et puis d'un point de vue ergonomique. Tout simplement, mesdames et messieurs, puis ouais, je voulais rajouter aussi, j'avais oublié, dans tous ces paramétrages, on a des molettes, par exemple, oui, on a, sur la grosse molette où on choisit ses modes, on peut avoir des modes personnalisés, C1, C2, C3, et ces modes, en fait, c'est des configurations totales de tout l'appareil photo
Et on peut en programmer plusieurs différentes. C'est-à-dire que par exemple, moi sur le R6 Mark II qui est en train de me filmer là, j'ai un C1, C2, C3 en mode photo et j'ai un C1, C2, C3 en mode vidéo. Ce qui fait que par exemple en photo, j'ai donc 3 appareils photo différents prêts à l'emploi finalement. Tout inclus dans le même parce que à chaque C1, C2, C3, vous pouvez faire une configuration totale de l'appareil pour un style photographique. Et puis, donc, programmer des configurations très différentes à chaque C1, C2, C3 pour différents styles photographiques et tout de suite les rappeler très rapidement. C'est pour ça que je vous disais, on peut passer d'une configuration qui est vraiment optimisée pour le paysage. Par exemple, on est en C1, tac C2, tac, on shoot direct le portrait, on sait qu'il sera bon parce que tout est paramétré sur le C2, l'intégralité pour le portrait, c'est-à-dire on n'a pas le même autofocus, il n'est pas géré de la même façon, on n'a pas la même mesure de lumière, enfin plein de choses qui sont très différentes d'un mode à l'autre selon le contexte. Et là-dessus, je crois qu'on n'a pas encore ce genre de choses. Ensuite, mesdames et messieurs, le capteur, ultra important le capteur. Sur ce genre de choses, c'est des micro-capteurs tout petits, vous voyez bien, vous avez une petite cellule d'appareil photo là, et derrière, il y a un micro-capteur, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Là-dessus, le capteur, il est énormément plus gros. Je vous ai fait déjà une vidéo pour comprendre un petit peu la différence entre toutes les tailles de capteurs quand on veut choisir un appareil photo. Je vous la mets là, la vidéo. J'explique tout là-dessus, qu'est-ce que ça apporte, la différence des tailles de capteurs en photographie. Mais pensez bien que quand vous avez un micro capteur là-dessus et puis un énorme capteur là-dessus, ça va pas du tout être la même chose, notamment en basse lumière, parce que mesdames et messieurs, ça marche super bien la journée quand les conditions lumineuses sont là, hein, que vous shootez, vous voyez bien, vous avez des photos parfaites tout le temps, tant que les conditions sont là. Par contre, le soir, dans une soirée avec des potes à l'intérieur, tout ça, enfin dès qu'il manque vraiment de lumière, ça c'est à la rue complet. Après ça triche, ça vous donne un rendu qui marche même en intérieur, même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est parce que là-dessus il y a des puces vraiment très puissantes et puis qui vous font tout un post-traitement logiciel pour vous donner un rendu très acceptable. Mais en fait, il y a eu énormément de post-traitement logiciel numérique. En gros, comme vous n'aviez pas de lumière, ça a monté grave en ISO, il y avait plein de bruit numérique. Le logiciel interne, il vous a lissé le bruit numérique, il vous a rajouté de la netteté, parce que quand on lisse le bruit numérique, ça enlève du piqué, donc il vous en rajoute après coup. Voilà, il y a tout un processus de post-traitement pour vous rendre des photos qu'à l'écran, elles sont bonnes. Alors que là-dessus, mesdames et messieurs, c'est carrément natif. Il n'y a pas de post-traitement. C'est parce que vous avez un capteur énormément plus gros que vous allez être capable de shooter en basse lumière nativement en gardant une certaine qualité sans qu'il y ait de traitement ensuite par un logiciel, quoi. C'est un rendu réel. Parce que, mesdames et messieurs, par exemple, si vous avez 24 mégapixels dans un tout micro capteur comme ça, et puis que vous avez les mêmes 24 mégapixels sur un énorme capteur comme là-dessus, dites-vous bien que mathématiquement, les mêmes 24 mégapixels, ici, ils doivent se partager une toute petite surface, et ici, ils ont la place pour se partager une bien plus grande surface. Ce qui fait que là-dessus, les photosites, ces microcellules partout sur le capteur, les photosites qui sont là pour justement récupérer la lumière, eh bien, ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus sensibles, et donc ils prennent beaucoup plus de lumière nativement. Alors donc là-dessus, comme ça prend très peu de lumière, il faut tricher en post-traitement, alors que là, dès le début, on prend déjà bien de la lumière, même quand il y en a moins, et on a nativement quelque chose de potable sans post-traitement. Donc quand on fait de la photographie sérieuse, ça rentre quand même sérieusement en ligne de compte. Donc voilà, il y a l'ergonomie comme on a vu, mais il y a surtout la taille du capteur. Et ensuite, mesdames et messieurs, les objectifs. Là-dessus, vous voyez, vous avez un tout petit objectif tout plat. Bon, je sais, il y a des kits, on peut rajouter des petits objectifs qu'on met devant pour faire plus grand angle, pour faire plus de zoom, etc., etc. Mais bon, ça reste encore limité. Sur ce genre de choses, il existe des parcs optiques quasiment illimités pour changer d'objectif selon ce que vous êtes en train de faire. Et vous imaginez bien qu'un objectif
comme il y a là-dessus, et puis un objectif comme ça, c'est pas le même rendement. Déjà, au niveau de l'entrée de lumière aussi, c'est pareil. Au niveau du diaphragme, de l'ouverture, et surtout du piqué, de la qualité optique, parce que ça peut coûter une blinde selon les objectifs qu'on achète, donc bien plus cher que des smartphones, rien que l'objectif. Donc qualitativement, forcément, on est largement au-dessus. Et puis, donc meilleur pour la lumière et surtout pour la créativité. Parce que, mesdames et messieurs, quand vous avez des flous d'arrière-plan, hein, c'est à la mode, hein, le flou d'arrière-plan, avec ça, maintenant, on peut le faire. Vous savez, ils mettent plusieurs objectifs. Puis en fait, c'est pareil, c'est un trafic numérique, en fait, pour vous créer un espèce de faux flou d'arrière-plan numérique. C'est comme un filtre, hein, finalement, qui a été rajouté numériquement, parce que avec ces optiques-là, c'est impossible. C'est déjà, la plupart du temps, c'est des grands angles. En grand angle, obtenir du flou d'arrière-plan, c'est plus difficile. Et en plus, là, le capteur est tellement petit, l'objectif tellement petit que c'est quasi impossible, nativement, d'un point de vue optique, d'obtenir un flou d'arrière-plan avec ça. Donc, quand vous avez du flou d'arrière-plan, c'est juste encore de la tricherie numérique. Alors que ça, c'est optique, c'est physique, c'est natif. C'est qu'avec ça, en jouant avec l'ouverture du diaphragme, qui est beaucoup plus grand que là-dessus, avec le capteur derrière qui est beaucoup plus grand que là-dessus, eh ben c'est vous-même, de façon optique, qui créez un vrai flou d'arrière-plan sans qu'il soit traité numériquement. C'est une conséquence physique de ce matériel-là, quoi. Donc voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai fait le tour, hein, des arguments. Pour résumer, vous shootez ponctuellement, ça vaut plus le coup d'acheter des appareils photo si vous ne vous sentez pas l'âme de photographe, mais que vous faites de la photo comme ça à l'occasion. Parce que ça marche super bien quand les conditions sont bonnes. Quand les conditions sont pas bonnes, en plus, ça triche d'un point de vue logiciel super bien pour vous donner quand même des rendus. On ne sait pas comment ça fait, mais c'est énorme, quoi. Par contre, voilà, vous voulez vraiment vous mettre à la photo ergonomiquement, voilà, shooter toute la journée avec ça, c'est un peu, c'est pas super plaisant, quoi. Alors qu'un gros machin comme ça, avec un bon grip, avec tout plein de boutons partout que vous pouvez entièrement configurer, entièrement paramétrer pour avoir une hyper réactivité, passer d'une chose à l'autre extrêmement vite et puis toujours très pointu, très pro, quoi, dans le détail, hein, tout, quoi. Eh bien, ça, c'est forcément nettement plus performant, hein, pour le même prix. Et puis voilà, la taille du capteur, ça change tout en photo. Enfin, entre ça et ça, c'est deux mondes, hein, c'est le jour et la nuit. Les optiques interchangeables de très haute qualité par rapport à ça. Et voilà, les rendus natifs que vous pouvez avoir avec ça, alors qu'ici, il faut toujours tricher d'un point de vue logiciel pour avoir des copies, des semblants, quoi. Enfin voilà, quand on se met à la photo, je pense qu'on a vraiment besoin de ça, d'un point de vue technique, d'un point de vue plaisir, mais aussi d'un point de vue performance, parce que le jour où ce sera vraiment aussi performant que ça, quand les conditions sont plus difficiles, parce que ça, je vous dis, quand les conditions sont faciles, ça marche bien, mais ça, c'est plus performant quand les conditions sont difficiles. Et ben, le jour où ce sera égal, c'est que ça sera devenu des appareils photo, et ce sera quasiment aussi gros, donc voilà, quoi. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'était pour vous dire que oui, si vous voulez vraiment faire de la photo, je crois que ça suffira pas. Il va falloir investir là-dedans. Et puis prochainement, je vais faire la prochaine vidéo, sans doute justement, parce que pour avoir un petit suivi sur la chaîne, je vais vous faire un guide d'achat, si vous voulez vous mettre à la photo, un guide d'achat pour acheter au meilleur prix, de façon la plus optimisée possible, du matériel pour bien commencer la photo dans les règles de l'art, sans trop se ruiner et puis sans trop se planter, quoi. Voilà, je vais vous faire un petit guide d'achat complet sur les choses qu'il faudrait viser selon tous les budgets et puis les choses qu'il faut plutôt éviter selon tous les budgets aussi. Ce sera la prochaine vidéo. Donc, mesdames et messieurs, si tu as envie de voir tout ça, n'oublie pas, parce que cette chaîne, elle vient tout juste de démarrer, hein. C'est la 4e vidéo, je crois. Elle vient tout juste de démarrer, cette chaîne. Donc, si tu veux voir tout ça, et puis m'aider surtout, parce que les algorithmes YouTube, c'est de la folie, hein. Donc, pour arriver à percer un petit peu quand on démarre une nouvelle chaîne, c'est le parcours du combattant. Si tu as envie de contribuer un petit peu, n'oublie pas de lâcher un petit pouce, parce que YouTube adore ça.
à t'abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche des notifications, partager la vidéo et puis si tu as des questions, des suggestions, ben, en bas sous la vidéo, dans les commentaires, avec grand plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, nous tous, là, tous les trois, nous te disons à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, on a l'air d'être bon.